Franchement, l'expérience qui veut être mon associé, c'est le synonyme de du coup l'entrepreneuriat sur les montagnes russes, vraiment, parce que il faut savoir que même quand t'es prise, jusqu'au dernier moment, t'es pas sûre d'être diffusée quand même. Nous, à la base, c'était un non. Camille n'a rien lâché. Franchement, n'a rien lâché de A à Z et ça a payé. En 24 heures de post-émission, on a fait à peu près 1 mois de chiffre d'affaires. Il fallait être prêt et avoir les stocks au moment de l'émission parce que forcément, ça déclenche plein de commandes. C'est une petite boule au ventre quand même avant de pousser les portes et de te dire faut pas que je me foire. C'est inédit parce que quand tu pitches devant des investisseurs pour lever de l'argent pour ton entreprise, tu t'en fiches de donner des termes qui sont accessibles à tout le monde. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la chance d'avoir Clémentine, cofondatrice des Petits Prodiges. Hello Clem. Hello, ça va Camille ? Ça va très bien, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de mindset, on va parler de prise de parole en public. Les Petits Prodiges, c'est sans doute une marque que vous connaissez, que vous avez dû voir à la pharmacie chez Monoprix ou que vous avez dû voir plus récemment à la télé dans Qui veut être mon associé, la dernière saison. Vous avez même tapé dans l'œil de Tony Parker. Et c'est le sujet justement dont on va parler aujourd'hui, cette expérience en fait chez Qui veut être mon associé, le fait de passer à la télé, l'enjeu que ça a, peut-être le stress que ça génère. Donc on va parler de ce sujet si c'est OK pour toi. Totalement OK. Trop bien. Est-ce que, Clémentine, tu peux te représenter ? Bien sûr. Et bien, du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 32 ans et je suis une des cofondatrices de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges. Et donc, Les Petits Prodiges, ce sont des cosmétiques naturels éco-responsables qu'on a créés avec Camille, mon associée et copine à la base d'école. On se connaît depuis limite 15 ans. Et on a créé Les Petits Prodiges il y a presque 6 ans maintenant. Et donc, on est à fond, toujours dedans, toutes les deux, plus que jamais. Ok. Et Les Petits Prodiges, si tu veux le rappeler, donc c'est une gamme de produits donc naturels, éco-responsables qui remplacent tous les produits de la salle de bain. Je le pitche bien. Ouais, c'est pas mal. C'était un bon résumé. Oui, en fait, on a créé la marque en se disant... alors, premier constat, c'était de se dire on a énormément de produits dans nos salles de bain et finalement, on utilise toujours les mêmes. Ouais. Donc, c'est côté un peu surconsommation. On vient toutes les deux des cosmétiques avec Camille. On avait travaillé 2 ans avant dans la cosmétique. Ouais. Et donc, on avait beaucoup de produits... aussi. Ouais. Et le deuxième constat, c'était de se dire, OK, on a envie de se faire un peu plus attention à ce qu'on met sur notre peau pour le côté santé. Et on a envie de faire un pas en avant dans notre démarche écologique. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 6 ans, ce n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Ouais, clairement. Mais ces deux choses, on n'a pas envie de le faire au détriment du plaisir qui est associé à la routine beauté. Et c'est vrai qu'il y a 6 ans, quand on réfléchissait à des marques qui proposaient des formules clean, des packaging éco-responsables, production locale, enfin... voilà, éco-responsable, et qui donnait envie, on n'en trouvait pas trop. On trouvait beaucoup de cosmétiques purement solides, tu vois, donc dentifrice à croquer, du déodorant à s'appliquer à la main sous l'aisselle, tu frottes tes cheveux avec un caillou de shampoing, enfin, on se disait, mais on va pas y arriver. Glamour, voilà. C'était pas très... Voilà, on se dit, on va réussir à essayer, mais à coup sûr, ça ne va pas durer. Enfin, on va revenir au conventionnel. Et donc, on a créé Les Petits Prodiges avec Camille vraiment pour revisiter les essentiels de la salle de bain, comme tu disais, mais en essayant de faire donc des formules clean 100% d'origine naturelle, des packaging éco-responsables, donc sans plastique, soit en aluminium recyclé, recyclable à l'infini, soit même en carton biodégradable quand c'est possible. Et donc, le troisième pilier, c'est vraiment le côté plaisir. Alors, c'est super subjectif, le plaisir, mais pour nous, avec Camille, ça passait par essayer de trouver de faire des packaging qui sont super colorés, qui donnent envie. C'est pas parce que c'est des produits d'hygiène que ça doit forcément être moche. C'est les produits que tu utilises le plus au quotidien et finalement, tu sais pas ce qu'il y a dedans et c'est pas très joli. Des senteurs qui se rapprochent du conventionnel, Moneuil, Coco, pareil, c'est pas parce que c'est naturel que ça doit sentir l'odeur des matières premières. Et aussi une facilité d'utilisation. Notre déodorant, il n'y a pas besoin de se mettre les doigts dedans. Tu vois, le shampoing, il mousse beaucoup. On a un baume, du coup, notre produit phare, c'est le baume multifonction dont on reparlera, qui est vraiment un baume à tout faire, qui remplace plein de produits de la salle de bain. Et typiquement, il y a plein de senteurs sympas, ça se transforme en huile au contact de la chaleur de la peau. Bref, essayer de penser aussi aux consommateurs pour ce côté plaisir, parce qu'on sait que déjà, c'est compliqué d'adopter une démarche plus clean et environnementale, donc au moins que ce soit agréable à utiliser. Voilà, donc oui, c'était ça au début, la démarche. Et c'est toujours le cas. On sent le pitch qui a été répété depuis 6 ans, que tu connais par cœur. C'est sûr, on le connaît. Puis en plus, là, j'étais sur un salon ce week-end pour le pitcher justement en pharmacie. Donc là, je suis rodée. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet.
Justement, donc, on vous a vu récemment dans Qui veut être mon associé, qui est vraiment une émission. C'est vu par combien de téléspectateurs? 2 millions. 2 millions, ouais, Okay. je pense, sur les pics d'audience, mais 2 millions en moyenne. Ouais, ok. Et première question, déjà, comment est-ce qu'on fait pour passer dans Qui veut être mon associé? C'est quoi la démarche, les étapes? Eh bien, nous, on avait été contactés par la prod lors de la première saison, donc c'était en 2019 à l'époque. Mais du coup, l'émission n'était pas encore sortie, donc on ne savait pas de quoi il s'agissait. Ils nous avaient un peu pitché l'émission en décrivant Shark Tank ou les émissions étrangères qui sont donc du même concept. Donc, ils se sont inspirés, Exactement. Mais à l'époque... on n'était pas forcément hyper motivés à passer à la télé dans ce genre d'émission, dans le sens où on n'avait pas forcément encore la volonté déjà de lever des fonds. Et on ne se sentait pas forcément prête. On n'avait que 2 produits, le baume et le déodorant. Ouais. Donc, on n'était pas forcément hyper partante. Ouais. Donc, on avait décliné. Et là, l'année dernière, on s'est dit avec Camille, c'est le moment, en vrai. Là, on réouvre un petit peu le capital, on cherche des nouveaux investisseurs. Et pour le côté... argent, mais aussi et surtout pour le côté expertise et accompagnement. C'est vrai qu'avec Camille, on s'est lancé jeune, donc être entouré de personnes expertes dans différents domaines, ça nous apporte beaucoup. Ouais. Et pour le côté également, c'est vrai, passer à la télé devant 2 millions de téléspectateurs pour faire connaître la marque en termes de notoriété, c'est aussi intéressant. Donc vraiment sur les doubles casquettes, on va dire, de l'émission, et levée et notoriété, c'était top. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on passe. Ok. Cette année, c'est la nôtre. Cette année, c'est la nôtre. Sauf que du coup, en effet, ils reçoivent des dizaines de milliers de candidatures. Il faut savoir qu'en plus, on l'a su qu'après, mais sur ces dizaines de milliers de candidatures, ils n'en sélectionnent que 20%. Les 80% des projets qui sont sélectionnés, ce sont eux qui vont les chercher, la prod. Donc, ça réduit ça réduit déjà beaucoup. Ceux qui sont en candidature spontanée. Exactement. Et donc, du coup, nous, on a fait une vidéo, parce que c'était ça le process classique pour postuler, expliquer notre marque, toutes les deux, etc. Ouais. Et on a dit qu'on voulait lever plusieurs millions d'euros pour X% du capital. Et là, tout de suite, la production nous a dit, en fait, ça va pas être possible, les filles, vous demandez trop. Il faut savoir que c'est vrai que les 5 business angels qui sont présents dans le jury investissent... c'est des business angels, c'est pas des fonds, ils investissent leur propre argent. Donc, même s'ils mettent chacun 100 000 euros, tout au plus, ça fait 500 000. Et c'est déjà beaucoup. Ça ne fera jamais des millions. Et en même temps, nous, ça partait d'une logique de se dire on a déjà levé de l'argent avec les petits prodiges avant l'émission. Ouais. Donc, on a besoin pour avancer de plus que juste 100 000 euros. Et bref, donc au début, ça a été non. Et on s'est dit non, mais c'est pas possible juste pour ça. On a quand même trop envie, au-delà du côté argent, d'être entouré d'un expert. Et vous êtes venu nous chercher il y a quelques années aussi. Donc du coup, on a insisté en disant non, mais dans ce cas-là, si c'est entre guillemets un sujet de pas de valorisation, mais de montant à lever, nous, de toute façon, on est hyper intéressés pour avoir quelqu'un qui nous accompagne au-delà de l'argent et demander moins. Et du coup, on s'est un peu accordé sur un montant à demander et s'en est découlé la prise de capital qui correspondait, puisque, encore une fois, comme on a déjà levé des fonds, la valorisation était fixe. Donc, du coup, on a demandé 250 000 euros pour 5% du capital lors de l'émission. Ouais. Et donc, là, à partir de ce moment-là, on a essayé vraiment de pas harceler, mais c'est vrai que Camille a été... c'est surtout Camille qui s'est dit, mais c'est sûr, on va passer. Qui n'a pas lâché le truc. Qui a été hyper pushy. Exactement. Donc, elle a eu le numéro de téléphone de la prod. Elle les a pas lâchés. Elle a insisté. Parce que quand je dis oui, on s'est mis d'accord, à la base, c'était non. Et même, il n'y avait pas de sujet de revoir tout ça. Donc, avant... C'était un no-go, quoi. C'était un no-go. Ouais. Et donc, du coup, vraiment, Camille a insisté. A eu le numéro de la prod. Elle a dit, mais il faut trop qu'on passe. Franchement, c'est un projet qui a trop du sens, etc. Elle a réussi vraiment à ne pas se démotiver, à les convaincre. Elle est allée déjeuner avec eux. Elle leur a montré les produits, etc. pour essayer de les convaincre que si on avait toute notre place, c'est pas parce que ça faisait plus de 5 ans qu'on s'était lancé par rapport à beaucoup de projets qui sont jeunes, qui sont plus early, que il fallait pas. Et donc du coup, finalement, ça a payé. Et la prod nous a dit go. C'est vrai qu'on adore les produits, c'est hyper innovant dans le concept. Vous êtes top, etc. Et donc de là, on a été sélectionnés et on a eu la réponse en juilet. Donc, moi, j'étais en congé maternité. En plus, c'est pour ça que Camille était celle qui était un peu pushy, puisque moi, j'avais un peu levé le pied. Tu serais pas là. J'étais obligée. Et voilà. Ok. Donc, en gros, c'est soit tu déposes ta candidature spontanée, mais parmi toutes les candidatures spontanées, il n'y en a que 20% qui sont à peu près. à peu près. Ouais.
Les autres vont être chassés par les équipes de prod. Exactement. Deuxième chose, c'est avoir en tête qu'en effet, le jury, c'est des personnes qui sont plutôt BA, Business Angel, et donc tu peux pas aller chercher comme auprès de fonds d'investissement. C'est ça. Après, ça changera peut-être, mais pour en le tout moment, cas, c'est cohérent. Et ton autre conseil pour les personnes qui voudraient peut-être passer dans qui va être mon associé, c'est de rien lâcher, quoi. C'est ça. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça que ça a marché. C'est la stratégie qui a été adoptée. Voilà, c'est grave parce qu'il y a un nom que finalement, c'est pas possible puisque nous, on a eu un nom au début. Ouais. La prod va me tuer en me disant non, mais tout le monde nous harcèle alors qu'on a dit non, tu sais, sur les projets. Mon numéro circule maintenant. C'est ça. Non, mais c'est vrai que nous, en tout cas, ça a payé. Donc oui, c'est un conseil que je donnerais et de faire une vidéo qui change un peu aussi, d'essayer d'amener ce côté un peu différencié et toujours penser qu'il faut que ce soit intéressant et pour les investisseurs et pour les téléspectateurs. Carrément. D'avoir les deux, oui, que ça soit pas que grand public, enfin, qu'il y ait le pitch grand public et le pitch aussi financier, puisque c'est quand même le sujet de l'émission. Et donc là, vous êtes retenus. Là, comment ça se passe dans votre tête à toutes les deux, et même dans la tienne plus spécifiquement? C'est en mode la peur commence l'appréhension commence à faire place versus l'excitation, ou c'est un pitch comme un autre? Comment tu l'as vécu, toi, par rapport à cet exercice-là? On savait que déjà le tournage n'aurait lieu qu'en septembre-octobre. Donc non, sur le coup, quand Camille m'appelle pour me dire c'est bon, Clem, on est prise, c'est plutôt excitation à 1000%. On est trop contente. J'étais là, bravo, franchement, t'as rien lâché, ça a payé. Enfin, franchement, je suis trop fière de toi et de nous. Et c'est trop bien. Ça va vraiment changer la donne aussi pour les petits prodiges parce que ça va faire une grosse lumière sur la marque. Donc, carrément. Donc non, à ce moment-là et pendant tout l'été, en plus en août, forcément tout le monde décroche un peu. Donc on était plus dans la phase c'est génial, trop excité. Et après, quand même, on s'est vite mis, parce que je me rappelle qu'on s'appelait quand moi j'étais à la montagne en train de prendre l'air avec mon tout petit bébé, avec Camille, pour organiser déjà les productions. Parce que les productions de produits, dans le sens où, certes, le tournage n'est qu'en septembre pour une diffusion qui, après, est entre janvier et mi-mars. Mais si par hasard, on passait dans le premier épisode, ce qui s'est avéré être le cas, qu'on ne l'a su que 3 semaines avant, mais on est passé dans le premier épisode mi-janvier. Et donc, il fallait être prêt et avoir les stocks au moment de l'émission, parce que forcément, ça déclenche plein de commandes. Bien sûr. Sauf que nous, sur des productions de produits naturels, les matières premières sont longues à t'es pas sur un cycle court, quoi. Voilà, donc c'est 3 à 4 mois d'approvisionnement, si ce n'est plus. Et donc, du coup, il fallait déjà lancer les productions dès l'été. Donc, vite, on s'est quand même mis dans la projection de... il va falloir s'organiser pour avoir tout ça à ce moment-là. Donc, direct dans le vif du sujet. Et puis après, fin d'été, début septembre, Camille aussi a pas mal regardé avec l'équipe pour toute la mise en scène qui serait sur le plateau. Et puis aussi pour la préparation du pitch en amont de l'émission, du tournage, quoi. Et venons au pitch. Comment vous l'avez préparé? Est-ce que vous êtes fait coacher? Est-ce que la prod vous a accompagné? Comment ça s'est passé? Alors, nous, l'exercice de pitcher, franchement, on a un peu l'habitude avec Camille parce que ce soit du côté, on va dire, grand public, on est déjà passé dans des émissions, alors même si rien à voir, mais que ce soit BFM ou justement des podcasts ou même, en fait, on a fait des salons B2C où on a l'habitude de pitcher notre marque, de présenter nos produits. C'est des produits concrets, donc c'est quand même accessible à tout le monde. Et on a aussi l'habitude de pitcher devant des investisseurs parce qu'on a déjà levé des fonds. Donc, on avait l'habitude et de l'un et de l'autre. Mais la difficulté de ce pitch que je disais, c'est que en fait, il faut faire un pitch qui va et pour l'un et pour l'autre. Et c'est inédit parce que quand tu pitches devant des investisseurs pour lever de l'argent pour ton entreprise, tu t'en fiches de donner des termes qui sont accessibles à tout le monde. Tu vas parler de termes très techniques business, du genre CAC pour le coût d'acquisition, et même coût d'acquisition, ça parle pas à tout le monde. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs que honnêtement, tout le monde ne connaît pas quand t'es pas dans l'entrepreneuriat ou dans le digital, ou etc. Carrément. Et en même temps, tu viens pour lever de l'argent et convaincre des investisseurs, donc il faut quand même parler de chiffres, de taux de réachat, enfin voilà, des KPIs qui sont importants. Donc après, l'émission sous-titre tout. Quand il y a, mais si ton pitch et tout ton discours, il y a que ce genre de mots, tu perds un peu le téléspectateur. Donc il y avait cette difficulté. Et en effet, on a été coachés. Donc encore une fois, toute la partie
l'été, c'était beaucoup Camille qui était dessus. Moi, j'étais vraiment là pour qu'on se parle du pitch et notre histoire, etc. Ouais. Mais dans un premier temps, donc elle a été en relation avec un coach financier déjà, pour tout préparer les chiffres qui allaient être annoncés, etc. Mise à disposition par M6. Par la production, ouais. Ouais, c'est cool. Il y a 2 coachs, Aram et Raphaël. Nous, on avait Aram, qui sont top, qui ont vraiment beaucoup aidé Camille, enfin surtout Aram, pendant l'été, sur les chiffres, ce qui justement était bien à mettre en avant, un peu moins bien par rapport justement aux invests et au grand public pour que ce soit compréhensible. Vous saviez à l'époque qu'il y aurait Tony Parker vous connaissiez déjà les... Non, je crois pas qu'on l'a su tout de suite. Tu me mets le doute, mais au début, on ne savait pas Tony Parker ni Kelly. Hein. Ouais, parce que Kelly, c'est un enjeu aussi. Ouais, c'est ça. Donc non, on savait pas tout de suite. On l'a su après, mais avant de tourner quand même. Mais je crois juste avant. Et du coup, il y a eu ce coach financier. Et après, Camille, avec l'équipe en interne, a beaucoup travaillé, a fait un peu un brainstorm, justement, pas que avec moi, pour avoir l'avis des filles aussi de l'équipe, pour essayer d'amener un pitch sympa. Et après, on a échangé ensemble. Moi, j'ai donné mon avis. J'ai aussi un peu amené des petites modifs que moi, je pensais avec mon point de vue. On a fait une version qu'on a envoyée à la prod. Et là, la directrice de prod nous a fait un retour sur le pitch. Donc, c'était pas du tout cuit. Enfin, en fait... tu sais, on s'est dit, nous, c'est notre entreprise, on sait comment le faire, donc c'est bon, c'est notre pitch, on le trouve parfait. Ouais, et en fait, clair. non, pas du tout. Elle nous a beaucoup challengé. C'est ça. Elle nous a beaucoup challengé en mode, non, les filles, au global, c'est pas mal, mais ça va pas dans le sens où, il faut commencer par un truc plus catchy, il faut... Donc, elle a vachement challengé le truc. Limite, ça se voyait que... Moi, j'avais été impressionnée parce que je me suis dit, mais sur toutes les... Parce qu'il y a quand même 60 projets qui sont sélectionnés. Ah oui. Elle s'investit vachement. C'est la directrice de prod. Elle l'avait lu et analysé. C'est pas juste le lire et dire, après, elles sont sélectionnées, on verra bien. Non, elle a vraiment tout rechallengé, redonné des axes qu'elle pensait. Et puis bon, après plusieurs allers-retours, on s'est reposé avec Camille toutes les deux. On l'a retravaillé, tout un angle très différent. Et puis bon, on est arrivé sur un compromis, entre guillemets, un pitch qui lui semblait très bien. Et voilà, mais donc voilà, il y avait ces doubles coaching et financiers et après avec la prod pour le pitch. C'est là que tu vois que tu es sur de la télé, quoi. Télé, grand public, M6, et que ça change un peu des autres exercices que vous avez faits. Et comment ça s'est passé? Donc là, il y a la préparation, l'excitation, etc. Tournage en novembre, tu m'as dit? Septembre, pardon. Ah oui, c'était rapide quand même. Et le tournage, pression, pas de pression? Comment ça s'est passé? Si, alors moi, le tournage, c'était le 21 septembre. Moi, c'était le premier jour où je reprenais le travail parce que c'était le premier jour où je mettais mon petit bébé à la crèche. Donc déjà, un jour un peu émotionnellement. Voilà, pour ma part, personnellement, ça n'engage que moi, mais c'était quand même un double stress de laisser mon bébé à la crèche où du coup, je n'allais pas être joignable de la journée. Donc bon, j'avais dit... Voilà, toute ma famille, mon conjoint, c'est vous qui assurez. Mais c'est vrai que j'avais un peu la boule au ventre. Et deuxième stress qui est, je revenais dans l'aventure Les Petits Prodiges après 3 mois de coupure. J'avais plus forcément la tête dans les chiffres en détail, panier moyen, taux de réachat, etc. Enfin, voilà. C'était double challenge. J'avoue que j'avais un peu peur de... J'avais révisé les chiffres, évidemment. Hein. Je suis pas arrivée comme ça en tourisme, mais bon, c'est quand même pour le premier jour de retour après 3 mois off, qui était la première fois que je coupais autant de temps depuis le début de l'aventure Les Petits Prodiges. C'était un peu stressant. Mais bon, Camille était hyper préparée. Si je lui avais dit, c'est des chiffres, c'est toi. Parce que voilà, moi, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux et tout. Et voilà, donc non, on y allait plutôt sereine, un peu stressée, mais sereine. On est arrivé à 8h. Je crois qu'on était, même c'est sûr, c'était le 2e jour de tournage, donc le tout début du tournage de Qui va être mon associé. Et là, on est arrivé vers 8h et on devait passer à 11h. Finalement, on est passé à 13 ou 14h. Ok. Donc la journée était très longue, de 8h jusqu'au tournage. 13h, en plus, on s'était dit, on va être tranquille dans les coulisses, etc. On pourra faire notre petite vidéo avec les filles de l'équipe et tout. En fait, pas du tout. La prod nous a filmé, maquillé, etc. de 8h à 13h. Ah ouais. Avec plein de... il filmait les coulisses, donc... tout, c'est-à-dire nos réactions. Tu vois, on devait même filmer potentiellement la réaction de après l'émission. Mais on savait pas ce qui allait se passer. Voilà, plein de plans sur l'histoire de la marque, tout ça. Donc, c'était super long, hyper prenant, hyper intense. T'arrives déjà crevé au pitch.
On est arrivé à 13h dans les coulisses, là, au moment où on allait pousser la porte. On était déjà épuisés. On avait mal au dos. On était épuisés. Mais bon, du coup, au moins, ça a envolé un peu le stress quelque part. Même si je ne cache pas qu'au moment, juste avant de rentrer sur le plateau, le moment où tu vas pousser les portes, là, le stress est vraiment assez fort. Pareil, ça n'engage que moi, mais je pense que Camille me rejoint pour dire ça, que là, t'as une petite boule au ventre quand même avant de pousser les portes et de te dire, faut pas que je me foire, parce que, surtout sur le pitch, parce qu'après les questions, tu sais que ça va être une interaction. On t'espère que tu vas pas, qu'on va pas trop te challenger. C'est un one shot, le pitch. Mais le pitch, c'est un... Non, après, ils te disent que si tu foires, tu peux recommencer. Mais bon, t'as pas envie de foirer. Voilà. Donc là, petit stress, et après, une fois que t'arrives sur le plateau, devant les investisseurs, tu rentres dans ton pitch et comme si, tu vois, t'es dans ton truc. Tu l'as répété tellement de fois, t'es un peu robot. T'es un peu robot, mais en même temps, il faut être naturel. Mais on l'avait répété tellement de fois que franchement, c'était OK. Et après, là, ça a été une super expérience. Parce que très agréable, finalement, de faire ton pitch, d'être écouté par des investisseurs quand même qui sont renommés, très inspirants. Et après, le moment de questions-réponses a été hyper bienveillant nous concernant. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais nous, ils ont été... Oui, t'as un petit Éric l'archevêque qui parfois est bien piquant dans ses questions. Voilà, mais nous, ils ont tous été trop gentils. Donc franchement, non, après, le stress s'est envolé assez rapidement une fois qu'on était sur le plateau. OK. Et est-ce que... toi, à l'origine, le sujet de la prise de parole en public, tu le vis comment ça a été facile, c'est l'expérience, comment... C'est quoi, toi, ta relation à la base, en fait, avec la prise de parole? Ouais, j'ai pas du tout de soucis. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que, personnellement, enfant, j'étais plutôt très timide. Mais mes parents m'avaient mis au théâtre assez tôt. Et après, à l'école de commerce qu'on a faite avec Camille, il y avait aussi encore beaucoup des cours de théâtre, des cours d'improvisation, beaucoup de... Canon. C'est quoi le nom de l'école? Ça s'appelle l'IESEG. C'est à Lille et à Paris. J'ai fait l'ESCA, donc je connais. Ah bah voilà. Et franchement, il y avait plein de cours de théâtre, plein de présentations tout le temps. Et donc, au début, t'aimes pas trop, puis finalement, tu rentres dans le truc. Et en fait, c'est une formation de dingue, parce que tu sors de là sans t'en être rendu compte. Mais nous, on le voit, même aujourd'hui, quand on recrute des stagiaires ou des gens en CDI qui ont fait notre école, il y a vachement ce truc de écoute aux Suisses et un peu débrouillard, et un peu, je suis à l'aise quand même pour parler et pitcher en public. Donc non, moi, j'avais pas trop de problèmes sur ce sujet. Et puis, même avant les petits prodiges, j'étais un peu... j'étais acheteuse et bizdev, donc j'ai toujours eu l'habitude d'aller pitcher des projets qui sont le mien ou pas. Donc non, franchement, pas trop de soucis. Après, c'est pas pareil de pitcher et en école une presse devant tes camarades de classe que là, que tu sais que oui, OK, il y a que 5 investisseurs, mais derrière, tu vas être 2 millions de téléspectateurs, dont ta famille, tes amis, etc., des gens que tu as envie de rendre fiers. Donc, l'enjeu n'est pas le même, c'est sûr. Mais oui, on va dire qu'on a un peu pris l'habitude avec Camille, donc c'est cool. Et là, typiquement, pour le tournage de l'épisode qui veut être mon associé, est-ce que en coulisses, avant, vous avez fait des trucs pour mieux gérer le stress, être dedans? Est-ce que vous avez, je sais pas, une petite astuce à partager ou que toi, tu fais à côté? Alors... déjà, dans les coulisses, on n'a pas eu vraiment trop le temps de s'ennuyer ou de stresser, parce que franchement, on était sollicités chaque minute de notre arrivée au moment où on a tourné. Donc certes, on était épuisés, mais au moins, on n'a pas eu le temps de se prendre la tête. Et on a continué à répéter notre pitch devant les coachs qui nous avaient accompagnés pendant les mois précédents. Et qui, eux, nous ont dit c'est génial, en vrai, les filles, vous êtes au top, à l'aise, etc. Donc, déjà, ça te rassure, tu te dis, ça va le faire. Si le pitch est top, déjà, c'est trop bien. Et après, le seul moment, du coup, où on a stressé, et surtout moi, vraiment, où le stress était au maximum, c'est, je te dis, dans le petit sas avant de pousser les portes, où là, t'as peut-être bien un quart d'heure où, en plus, ils continuent à filmer des plans, à faire genre, tu dois pousser la porte, mais c'est pas le vrai moment où tu pousses la porte, etc. Donc, là... Les secrets de la gros télé. Stress. Voilà. Et moi, personnellement, je sais qu'à ce moment-là, pour me déstresser un peu, j'ai fait, tu sais, des petites temps de respiration, cohérence cardiaque. Donc, on a une de nos investisseuses d'avant, de l'émission, qui est RH et coach, justement. Trop bien. En entreprise, et qui nous avait appris ça à une période où, juste après la levée de fonds, on avait beaucoup de stress, beaucoup de recrutement, tout ça. Et elle nous avait appris quelques petits exercices pour
se détendre. Ouais. Et notamment ça, la cohérence cardiaque, qui, moi, je trouve, fonctionne très bien pour s'enlever la boule au ventre. Et donc, je fais ça juste avant de rentrer sur le plateau. Bon, je dis pas que ça a enlevé totalement la boule au ventre, mais ça a aidé sûrement un petit peu à me calmer, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est la cohérence cardiaque, en gros, donc c'est une technique de respiration. Oui. Moi, à titre personnel, je fais tous les matins, même plusieurs fois par jour, où en gros, tu vas me dire c'est celle que tu faisais, mais t'inspires sur 5 secondes, t'expires sur 5 secondes. Exactement. Et en gros, ça vient te réguler au niveau du système parasympathique notamment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, je vais lâcher ma petite tasse, quand on prend la parole en public, il y a notre rythme cardiaque en fait qui s'accélère naturellement. Et donc, soit tu es très, très haut et donc il te faut une respiration très relaxante où tu vas expirer plus longuement, soit tu es moyennement haut et du coup, avec une cohérence cardiaque, tu peux revenir déjà à un niveau normal. Exactement. Non, c'est la bien. même que moi. Je fais ça pendant 3 minutes. Et Cool. là, c'est ce qu'on a fait. Et après, on le fait, oui, aussi avec Camille. Enfin, moi, je le fais parfois le soir, le matin. Ouais. Bon, c'est dur d'avoir une régularité, mais c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Et il y a une question d'ailleurs qui me vient. Tu parlais de stress. Enfin, c'est sûr qu'entre depuis 6 ans d'entrepreneuriat, sur un produit qui est quand même pas simple non plus. Enfin, c'est de la production, c'est de l'industrie. Il y a le Covid qui est passé par là. Enfin, comment est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, justement, jeune maman, enfin, il y a plein de trucs là qui me viennent. Genre, comment tu as fait pour pas éclater en vol, quoi? Alors déjà, quand on s'est lancé avec Camille, on était jeunes, on avait 25 ans. Donc... on était moins stressés aussi parce que c'est pour ça que quand Camille était venue me voir en me disant voilà, on s'était dit qu'on montrait un truc ensemble, pour moi je sens que c'est le moment, chez Estée Lauder j'ai fait un peu le tour, voilà, est-ce que toi t'as envie? Et moi j'étais là, moi je suis trop bien dans mon job, je gagne plutôt bien ma vie, j'adore mes collègues, tout ça. Puis je me suis dit on a 25 ans, pas d'enfants, pas de prêt. Rien à perdre d'une certaine façon. Rien à perdre d'une certaine façon. Beaucoup à gagner, rien à perdre, quelle que soit l'issue de tout ça. Donc à ce moment-là, on stressait pas trop. Et puis c'était au début petit, quoi. On est vraiment on a commencé, c'était nous-mêmes qui mettions les stickers sur nos baumes. On allait poster les petits colis les commandes de notre site tous les jours à la poste. Ouais. On allait chercher les palettes au Franprix pour livrer les grands magasins. Enfin, c'était vraiment handmade, quoi. Artisanal. On passait par toutes les étapes. Mais ce qui fait que c'est top. On a vu le truc grandir aussi, mais du coup, à ce moment-là, on était moins stressés, il y avait moins d'enjeux, on n'était que toutes les deux, pareil, encore une fois, on avait le chômage parce qu'on avait négocié des ruptures conventionnelles, donc ça, c'était super. Ça aide de fou. Donc, ça tournait, je veux dire, on avait peu de besoins, donc pas trop de stress. Plus l'aventure a pris de l'ampleur, plus en effet le stress s'est un peu développé parce que déjà on a recruté, donc c'est plus juste toi. Si ça va moins bien, ça impacte aussi tes salariés, tes collaborateurs. Et franchement, c'est dur parce que en étant une petite boîte, t'es proche de chaque personne. Ouais. Et du coup, t'as envie que tout aille bien pour tout le monde tout le temps. Mais c'est plus juste toi, c'est plus juste Camille et moi, quoi. Et il y a ce premier stress avec les gens qui nous entourent. Et puis après, voilà, on a acheté notre appartement avec Camille. Puis on avait un bébé, donc double stress. Et sur le côté pro, avec ce côté de... T'as toute une équipe à faire vivre. Ouais. C'est plus juste toi. Et dans le côté perso, t'as aussi un prêt à rembourser, un bébé à gérer, de nouvelles responsabilités, Donc pour ma part, le stress est monté petit à petit et continue du coup d'être là un peu continuellement pour ce côté... il faut assurer partout. Il faut assurer sur le pro, le perso. Mais en même temps, c'est positif aussi. Le stress, c'est ce qui fait avancer, qui te fait rien lâcher. Donc c'est comme ça. Après, l'équilibre se trouve. En fait, tu as tellement de ressources. Tu te rends compte que quand tu crois que tu pourras plus faire... tu vois, je sais pas, avant d'avoir un enfant, je me disais, non, mais là, je me rappelle quand j'étais enceinte, je disais à Camille, mais franchement, il y a trop de travail, je vais pas y arriver. Elle me disait, mais si, tu verras. Elle a eu un bébé 1 an avant moi. Et en fait, on y arrive. Alors là, on est fatigué, tu vois, parfois. Il y a des moments, c'est l'hiver, il n'y a pas de soleil. Là, je disais que février, il n'y avait que 38 heures de soleil pendant tout le mois de février, qui était pas arrivé depuis 91. L'année de notre naissance avec Camille, on était là, voilà, c'est pour ça que c'est dur. Et tu vois, tu as des périodes où tu es fatigué. En effet, tu as ton bébé qui dort pas au travail, il y a beaucoup de choses à faire et tout. Et puis c'est par phase, c'est les montagnes russes. C'est vraiment ça, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Et quand tu es en bas, c'est dur. Mais c'est OK. Et quand t'es en haut, c'est une énorme décharge d'adrénaline. Et aussi, le fait d'être deux, avec Camille, c'est une super force. Parce que nous, à chaque fois qu'on nous demande un conseil de se lancer dans l'entrepreneuriat, j'avoue que je dis pas du tout qu'on ne peut pas réussir tout seul parce qu'il y a beaucoup plus limite d'entrepreneurs seuls. Mais nous, en tout cas, c'est vraiment une des clés pour tenir, fait. Parce que
Déjà, c'est tout bête. On parlait de faire un bébé quand t'as un bébé, que tu vois, ça permet de décrocher totalement. Sinon, moi, j'ai une copine qui est entrepreneuse, qui est toute seule. Alors certes, elle a une équipe, mais là, tu vois, elle vient d'avoir un bébé. Tu peux pas vraiment décrocher à 100%. C'est ton bébé, c'est aussi ta boîte. Donc, et tu peux pas lâcher totalement les clés à une équipe qui parfois est junior, tout ça. Nous, c'est vrai que l'une et l'autre, quand on est en vacances ou quoi, on peut couper parce qu'on sait que l'autre sait faire ce qu'on fait et puis dirige très bien. Voilà, donc ça, c'est top. Et quand il y a des coups de mou, et ben il y en a une qui dit mais t'inquiète, ça va aller. C'est un peu comme dans un couple, c'est un peu le vase communicant, quoi. Exactement. Et à l'inverse, quand il y a des joies, le partage à deux, c'est quand même très sympa, même si quand t'es tout seul, tu partages avec ta famille, tes amis. Tu n'auras jamais autant d'implication de la joie que de par ton associé qui est aussi ta copine, quoi. Donc, voilà comment on gère un peu l'équilibre de toutes ces choses. Mais ça reste, stressant. L'entrepreneuriat, c'est prenant, c'est stressant, mais on apprend tellement aussi qu'on va dire il y a beaucoup de plus et quelques moins, quoi. Ouais, ok. Et en tout cas, être bien entouré, avoir peut-être certaines routines, ça c'est quelque chose que toi tu as mis en place au quotidien qui te permettent de relâcher la pression, ou même pas, c'est on suit les montagnes russes et on voit comment ça marche. Moi, j'avoue que je suis un peu les montagnes russes. J'ai du mal à décrocher. Mais ça a toujours été même avant d'avoir ma boîte. J'avoue que ce que je fais au quotidien, donc on va dire ma vie professionnelle, j'ai du mal à la séparer de ma vie personnelle parce que ça représente tellement de temps. C'est vrai, on passe plus de temps au travail que en perso, quoi. Et en fait, j'ai besoin d'être hyper impliquée dans ce que je fais et de le faire à 300%, que ce soit ma boîte ou non, pour que ça me donne envie d'y aller, quoi, à fond. Enfin, faut que je sois motivée, tu vois. Et du coup, moi, j'ai du mal à décrocher. Donc, ça a été aussi super de me lancer avec Camille, qui arrive vachement plus à cloisonner. Tu vois, quand c'est le week-end, c'est le week-end. Quand c'est les vacances, c'est les vacances. Elle arrive beaucoup mieux à couper. Et ça, depuis le début de l'aventure. Et ça m'a beaucoup aidée dès le début, parce que je pense que je me serais lancée avec, je sais pas, une autre copine comme moi. Mais on aurait bossé matin et soir et nuit et week-end. Et je sais pas si on aurait tenu sur la durée. Parce que c'est ça aussi, il faut tenir. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est c'est pas juste une montagne ascendante, quoi. C'est justement les montagnes russes. Donc ça, c'est top que Camille, justement, ait pu créer ce côté un peu plus carré, cloisonné, et qui fait que moi, du coup, forcément, je coupe aussi parce que ça me pousse. J'ai pas non plus envie pour le coup d'être la seule à bosser la nuit et le week-end et puis personne qui me répond, tu vois. Donc ça, c'était top. Mais après, en termes de routine quotidienne, moi, je n'ai pas forcément, si ce n'est... J'essaye justement, mais ça me demande un effort, de couper plus. Le matin, le soir, d'essayer vraiment d'avoir un petit rituel. Bon, maintenant que j'ai un bébé, t'as plus trop le choix de toute façon, parce que quand tu rentres chez toi, t'es obligé de couper. C'est clair. Donc ça aide aussi. Mais c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a des périodes de rush, et là, on en est totalement dedans, je vais pas réussir à prendre des pauses déj, par exemple. Mais c'est ta personnalité, vraiment. C'est ton tempérament. J'ai trop de trucs à faire et je sais que si je travaille pas pendant l'heure du déjeuner ou que du coup ça va me faire du retard sur tout. Et je vais être encore plus stressée. Donc presque parfois, quand tu vois, je dois ouvrir mon ordi le week-end ou sur la pause déj ou le soir, c'est parce que je me dis que derrière, je dormirai mieux ou je passerai un bon week-end. Je préfère passer 1 heure le samedi matin à travailler si derrière, je peux passer un très bon week-end que d'y penser. Tu sais, c'est comme quand tu fais une insomnie. Tu te dis, il faut que je fasse ça, demain. Et à chaque fois, moi, je me disais, non, je vais pas ouvrir mon portable pour noter les trucs parce que sinon ça va me réveiller et tout. Et je me rappelle mais en fait, il faut que ça le sorte de ta tête, soit sur un papier, soit exactement. La coach portable. RH qui est notre investisseuse nous disait, mais si, à l'inverse, tu prends ton téléphone, tu le tu notes, décharges. Et après tu vas redormir, tu vas voir, parce que il faut. Et donc maintenant je fais ça, tu vois, mais ça va être des petites routines comme ça où j'essaye de m'obliger un petit peu à couper ou de travailler stratégiquement pour derrière essayer de passer à autre chose, quoi. Carrément. Mais c'est marrant, il y a vraiment des tempéraments différents. Moi, je suis vraiment plus team Camille, où pour le coup, si je bosse 7 jours d'affilée ou 14 jours d'affilée, mais je pète un cap, quoi. Je pète un cap. Non, mais j'ai vraiment besoin d'être... Mais c'est une chance, je trouve. Parce que j'aimerais bien être comme ça, vraiment. Juste, j'y arrive pas. Enfin, c'est au-delà de mes forces. Mais ça se travaille. J'y arrive de mieux en mieux. Mais c'est vrai que je peux pas, quoi. Quand je sais qu'il y a des trucs à faire au travail, en fait, ça vient de ma priorité numéro 1. Au-dessus de tout le reste, ouais, parfois c'est chiant et je suis d'accord que c'est beaucoup mieux de couper parce que tu tiens beaucoup mieux sur la durée en plus. Tu t'épuises moins et tout. Donc ça se travaille, je pense. Ok, trop bien. On n'est pas parfait. Mais non. Et puis de toute façon, vous êtes hyper complémentaires. Voilà, donc l'une s'inspire de l'autre. Il y a le côté coup de boost et je sais qu'elle. Écoute, on arrive à la fin de l'interview.
Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager aux entrepreneurs, managers, toutes les personnes qui nous écoutent et qui rêveraient de passer à la télé et à qui ça fout un peu les chocottes, voilà, que ça soit pour leur préparation ou pour la façon dont ils s'expriment? Est-ce que tu aurais des choses à partager? Si c'est pour qui veut être mon associé, c'est vrai que les conseils, c'est déjà dans le moment où on postule, essayer de créer quelque chose qui donne envie et vraiment penser aux 2 côtés dont on a parlé. Ouais, c'est-à-dire carrément. et séduire les investisseurs tout en ayant en tête que c'est des business angels. Ouais. Donc, ne pas aller demander des millions. Le but, c'est que ce soit à leur portée aussi, comme si, en fait, on allait voir des business angels dans la vraie vie. Carrément. Ouais. Donc, avoir un pitch impactant pour eux et un montant qui est adéquat avec ce qu'ils peuvent offrir. Et en même temps, un pitch et un projet qui peut parler aussi au grand public. Parce que si c'est trop compliqué, ou qu'en tout cas, ça peut être compliqué, mais il faut le démocratiser, pourquoi pas, ça va être compliqué aussi pour les téléspectateurs de comprendre et donc la production de retenir le projet, je pense. On Ça, l'a c'est le vu premier conseil. avec les projets qu'on voit. Ouais, c'est quand même des projets accessibles, même s'il y en a dans l'intelligence artificielle. Ils sont très bien expliqués, ça parle à tout le monde, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le premier conseil sur vraiment la façon dont tourner le pitch pour postuler. Et du coup, dans la vidéo, quand on postule, vraiment essayer d'avoir ça en tête. D'avoir ça en tête, trop bien. Essayer de vraiment donner envie, un peu donner du suspense. Enfin, c'est la télé, quoi. Donc voilà, donner un jouer pitch avec les codes, quoi. Exactement, qui est un peu impactant. Ça, c'est le premier conseil. On n'en a pas parlé. Storytelling, parce que c'est vrai qu'on l'a vu un peu dans les émissions. Il y a un côté... Alors moi, le storytelling, pour moi, oui, mais... avec parcimonie, quoi. Il y a un côté parfois où c'est too much. Ouais. Vous, c'est quoi votre avis sur... Alors, je pense que si il y a un storytelling, et si c'est vrai... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un énorme plus. Je vais pas le cacher. Je pense que pour même avoir parlé avec des investisseurs du jury après, et sur cette saison, ça a été vraiment beaucoup le cas apparemment. Ouais. Il y a eu beaucoup de projets... Alors, sélectionnés pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, force est de constater, avec un gros storytelling, des histoires fortes derrière, parfois assez émouvantes, tristes, des choses qui sont arrivées dans la vie des gens. Donc, s'il y a, je pense que ça peut aider parce que c'est horrible à dire, mais c'est un peu ce que le téléspectateur veut voir, quoi, de l'émotion dans le regard. Voilà. Après, nous, on n'a pas voulu du tout aller sur ce point-là, déjà parce qu'on n'a pas créé les petits prodiges avec un storytelling de... je sais pas, on avait... Quelqu'un n'est pas décédé autour de vous. Enfin, voilà, c'est pas basé sur un... Pas en tout cas la création de Les Petits Prodiges. Donc, la démarche de Les Petits Prodiges, c'était pas autour de quelque chose, d'une expérience personnelle de maladie ou de tristesse. C'était une expérience de... On veut apporter quelque chose de nouveau et qui va changer et qui va avoir un impact. Donc, on n'a pas voulu du tout surfer là-dessus. Mais je pense que s'il y a un storytelling qui est joli ou qui est émouvant, mais qui est vrai, sincère, surtout. Je pense que ça peut aider parce que oui, ça plaît bien aux gens de voir les humains derrière le pitch. Et puis c'est comme dans tout, quand on raconte une histoire, quand tu as un peu de storytelling autour, ça plaît bien, quoi. Donc ça, oui, c'est sûr. S'il y a, pourquoi pas. Nous, on ne l'avait pas forcément ajouté dedans. Et après, ne rien lâcher, parce que comme je t'ai dit, nous, à la base, c'était un non. Camille n'a rien lâché. Franchement, n'a rien lâché de A à Z. Et ça a payé. Donc, je ne dis pas que on est un cas standard. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui marcherait. Mais en tout cas, nous, Camille a réussi à être convaincante. Donc, comme quoi, rien n'est jamais perdu. Et je pense que ça reflète bien aussi l'entrepreneuriat. Ne jamais rien lâcher quand on croit que c'est mort. Et en fait, c'est pas forcément fini. Donc, il faut s'accrocher. Et c'est pour ça que c'est les montagnes russes. Et franchement, l'expérience qui veut être mon associé, c'est le synonyme de, du coup, l'entrepreneuriat sur les montagnes russes. Vraiment, parce que il faut savoir que même quand t'es prise, jusqu'au dernier moment, t'es pas sûre d'être diffusée quand même. Ok. Donc, petit détail. Alors que tu mets beaucoup d'énergie dedans. Beaucoup d'énergie et que tu lances des prods. Donc, carrément. En fait, c'était un stress, mais nous, on a stressé jusqu'à fin décembre. Enfin, jusqu'au moment où ils nous ont dit, vous passez dans 3 semaines. Et en plus, quand tu sais que tu passes, c'est que 3 semaines avant. Donc, c'est ok, c'est trop bien. Mais du coup, c'est dans 3 semaines. Donc, voilà. Donc, non, le conseil, c'est ça. Je pense ne rien lâcher et avoir de base un projet qui change et que vous-même, vous aimeriez regarder quand vous passez dans cette émission. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Ce qui est dur, en fait, c'est que le replay n'est pas disponible si longtemps. Donc, quand on cherchait à regarder des épisodes pour s'en inspirer,
On n'en trouvait plus. Ok. Donc ça, c'est pas facile. Donc regardez-les maintenant. Et retenez-les. Si vous voulez postuler pour la prochaine saison. Parce qu'en effet, c'est pas disponible juste au moment quand tu candidates. Mais je pense que ça, c'est bien aussi de s'inspirer de ce qui a été fait pour voir ce qui a plu, ce qui a moins plu. Parce que ça aide beaucoup. Nous, le peu qu'on a pu voir, ça nous avait beaucoup aidé pour préparer le pitch. Ouais. Ok. Voilà. Et c'est ma dernière question. Après, je m'arrête. Vas-y. Mais la question que tout le monde se pose... niveau business, ça a donné quoi, du coup, ce fameux passage à la télé? Si, gros impact. Alors nous, malheureusement, on est passé en deuxième partie de soirée, donc vers 23h30. C'est vrai que c'était tard. Donc je pense que si on était passé en première partie à 21h, là, ça aurait vraiment explosé, fait sauter le site. Non, je rigole, mais... T'as beaucoup de sites qui tombent down. Moi, c'est un peu le petit jeu. C'est clair, nous, on est sur Shopify, donc on pouvait pas... down, mais c'était sécure. Mais ça a eu un très très gros impact. En 24 heures de post-émission, on a fait à peu près 1 mois de chiffre d'affaires habituel. Donc sur le B2C, enfin le site, c'était énorme. Et après, nous, on travaille beaucoup aussi en retail, donc avec les pharmacies, avec Monoprix. Et donc, même encore aujourd'hui, quelques mois après la diffusion, je reçois des demandes de pharmacie tous les jours. Ah ouais. Ça a quand même fait un gros boost de notoriété. Donc ça, c'est top. C'est pour ça que c'est une superbe opportunité pour chaque projet et de lever de l'argent et d'avoir des super investisseurs que sont les membres du jury, mais aussi de présenter son projet à beaucoup de téléspectateurs et de faire connaître son projet. Donc, gros impact. Donc, super expérience. Franchement, on n'avait qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Trop bien, j'adore. Bah écoute, merci beaucoup Clem de nous avoir partagé les coulisses. J'espère que ça inspirera des entrepreneurs qui se posent des questions sur comment ça se passe, comment est-ce qu'on se prépare et quels sont les conseils. Enfin, je trouve que c'est hyper cool. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et les petits prodiges? Alors, moi, on peut me retrouver sur LinkedIn, par mail, je donnerai, je mettrai les infos. Exactement, si besoin de conseils, mais LinkedIn, c'est très bien. Et puis, les petits prodiges, sur notre page Instagram, vous pouvez nous suivre, on donne toute l'actualité. Et puis après, si vous voulez retrouver les produits, c'est ce que je vous disais, en pharmacie, chez Monoprix, sur notre site. On a la liste de tous nos revendeurs sur notre site internet. Aujourd'hui, on est vendu dans plus de 1500 points de vente en France. Donc on commence à nous retrouver un petit peu partout. Trop bien. Donc, c'est accessible. Voilà. Trop cool. Un immense merci. Avec plaisir. Merci à toi de l'invitation. Merci. Bye bye.